Le sociologue Arnaud Alessandrin nous dit qu'être drague, c'est caricaturer le genre. Tout le monde peut faire du drag. Peu importe ton genre, ta sexualité ou ton sexe. Je me souviens, moi, de la première fois que j'ai vu quelqu'un mettre en scène le genre. Je devais avoir 6 ou 7 ans. Et puis, je passais mes étés en Normandie chez ma grand-mère. On avait un rituel. On allait voir son ami Guitou reprendre du Dalida dans un restaurant au bord de la mer. Donc moi, j'étais tout enfant, du coup, émerveillée, bouche bée, avec mon assiette de moules frites comme ça, les doigts bien gras, devant cette grande dame glamour, recouverte de paillettes qui chantait. J'étais vraiment... c'était incroyable pour moi. Et puis, tout le restaurant était en feu. Et c'est que des années plus tard, en fait, que j'ai découvert le drag comme toi, Jules, avec l'émission RuPaul's Drag Race, et que je me suis intéressée au drag de manière un peu plus approfondie, on va dire. Mais il faut savoir que pendant des décennies, le drag, c'était quelque chose d'underground, c'était quelque chose de niche, qui était propre à la communauté LGBTQIA+, qui l'est toujours d'ailleurs. Mais aujourd'hui, avec la multiplication des discours sur le genre, on parle de plus en plus de drag. En réalité, le drag influence la culture populaire et les médias depuis bien plus longtemps que ça. Donc, je vous propose de voyager un peu à travers l'histoire du drag avec moi. Alors, de l'Antiquité grecque jusqu'à Shakespeare, des hommes se travestissaient en femmes dans les pièces de théâtre. Et il y a d'ailleurs une rumeur qu'on trouve à l'origine du mot drag. C'était ces longues robes qui traînaient, du coup, qui draguent sur le floor, sur le sol, que portaient que portaient les hommes jouant des personnages féminins. Dans les années 1880, William Dorsey Swann, militant queer, ancien esclave et première personne à s'identifier comme drag queen, organise des bals chez lui. Et donc, à partir du début du XXe siècle, le drag devient lié à la communauté LGBTQIA+, aux États-Unis. Dans les années 1920, à Harlem, à New York, les bals drag deviennent un endroit pour les jeunes membres de la communauté LGBTQIA+, noirs et latinos, pour se retrouver, pour exprimer leur genre de manière non conformiste, et d'oublier pendant quelques instants en fait l'oppression politique à laquelle elles devaient faire face. En France, dans les cabarets des années 40 et 50, on parle de transformisme, avec des artistes comme Coccinelle et Bambi qu'on pouvait retrouver chez Madame Arthur. En 1969 ont lieu les émeutes de Stonewall, une date majeure dans l'histoire du monde militant des droits LGBTQIA+, aux États-Unis, puis qui a impacté la France aussi. C'est la naissance de la Pride. Et une des figures de ce mouvement de libération queer est Marsha P. Johnson, qui est une femme noire, trans et drag queen. Durant les années 1980 et 90, le monde drag explose aux États-Unis. Et c'est justement dans les années 90 qu'on va avoir une queen qui va sortir du lot. C'est RuPaul avec son titre Supermodel. Et on s'écoute un extrait. Work it girl, give it twirl. On the runway. Moi, ça part en karaoké direct. Hein. Put your lips and making love to the camera. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, RuPaul Charles est chanteur, acteur, producteur, présentateur télé avec son émission de télé-réalité RuPaul's Drag Race qui est sortie en 2009 et qui a aujourd'hui 14 saisons. C'est une compétition de drag queen. Cette année, on a eu même le droit à la version française sur France 4. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, le drag a influencé la culture populaire depuis bien avant ce moment-là. La pop culture s'approprie les créations queer, c'est pas nouveau. Que ce soit David Bowie, Kiss, Cher, Madonna, Nicki Minaj, Lady Gaga, Katy Perry ou même Mylène Farmer, les artistes mainstream se nourrissent du monde queer et de la culture drag. D'ailleurs, en 1990, Madonna sort son titre Vogue, qu'on va écouter tout de suite. Donc dans le clip, on la voit en train de voguer, une danse inventée dans les années 80 justement par les drag queens noires de Harlem. Il y a même un film là-dessus, du coup sur la drag ball scene qui s'appelle Paris is Burning, que je vous suggère de regarder si vous voulez apprendre sur le monde drag parce que c'est emblématique des drag queens. Lady Gaga, qu'on considère souvent comme la descendante de Madonna, s'est énormément inspirée du drag. Elle
extravagante, haute en couleurs, créative, avec ses perruques, ses tenues, son art scénique. Elle est ce qu'on appelle camp. Alors le camp, c'est un style, c'est un esthétisme lié à la culture queer. Selon Susan Sontag, le camp, c'est l'amour de ce qui n'est pas naturel, l'artifice, l'exagération. En 2019, le Met Gala, donc un gala annuel de collecte de fonds très connu, a pour thème le camp, et on voit en fait des tonnes de célébrités populaires, mainstream, en fait, qui vont explorer cet esthétisme du camp. Sinon, l'émission de Jimmy Fallon, Lip Sync Battle, qui s'inspire directement de l'art du drag, du playback, du lip sync. On voit aussi l'influence du drag dans les défilés de Jean-Paul Gaultier, d'Alexander McQueen ou de John Galliano. On le voit même dans les tendances de maquillage, avec le contouring, le highlight, qu'on a tous essayé en 2017 et qu'on donne pour source les Kardashians, alors que pas du tout, en fait, ça vient des drag queens. En fait, c'est pour tout ça que je pense qu'il est important de rappeler l'influence du drag dans la culture populaire, et donc l'influence de personnes queer, racisées et marginalisées.